Bienvenue dans cette nouvelle capsule que, pour le mois de l'autisme, j'ai décidé de consacrer à une conférence que j'ai déjà faite, mais que je n'ai pas pu diffuser à large échelle. Donc, j'ai décidé de vous la mettre sur YouTube et en espérant que vous pourriez apprendre quelque chose de cette conférence. La conférence s'appelle le tour d'horizon de la situation en matière d'autisme au Québec. Donc, je vous souhaite un agréable moment et prenez le temps de bien comprendre la situation et de forger votre propre opinion sur le sujet. Donc, pour cette première partie, je vais surtout parler de l'historique de... j'ai aussi parlé du DSM-5 et du taux de prévalence en ce moment au Québec. Mais aussi, je vais parler beaucoup des manifestations au niveau comportemental, développemental, puis qu'est-ce qu'on utilise pour faire ces tests-là. Bien, premièrement, en 1943, c'est Léo Kanner qui a été le premier à parler d'autisme dans une étude scientifique. Lui, c'est un pédopsychiatre américain, puis il a observé 5 ans, 11 enfants qui avaient des problématiques de communication et de repli sur soi. Lui, c'était des symptômes qui étaient assez précis, puis il n'était pas propre à des maladies psychotiques du genre la schizophrénie et toutes ces maladies-là. Il n'y avait pas de signe d'arriération mentale ou de déficience intellectuelle. Après ça, il y a M. Hans Asperger, en 1944, qui a décrit des enfants qui étaient atteints de psychopathie autistique. Donc, on parle aussi de troubles autistiques légers, puis ça a été nommé en l'honneur de celui qui a découvert la psychopathologie, soit on l'a nommé après Asperger. C'est seulement par contre en 1980 que ces travaux ont été publiés puis traduits ensuite. Puis c'est à partir de tout ça qu'on a commencé à comprendre qu'il n'y avait pas juste une ligne, façon de classer les troubles et qu'il y avait aussi une gradation de la sévérité qui était associée à l'autisme. Là, je vais parler un petit peu de ce que c'est le trouble de l'autisme, du spectre de l'autisme, parce que oui, il y a beaucoup de choses à savoir là-dessus. Dans le fond, le trouble du spectre de l'autisme, c'est vraiment une maladie qui est neurodéveloppementale, qui est dans le cerveau à la naissance quand ça se développe. Dans le fond, il y a deux composantes pour le diagnostic. On a un défi persistant de la communication et des interactions sociales qui sont observés dans des contextes variés et avec un caractère restreint et répétitif des comportements, des intérêts ou des activités. Ça veut dire des intérêts restreints, mais aussi avec tout ce qui est interaction sociale. C'est soit associé à une déficience intellectuelle, une altération du langage, un trouble du déficit de l'attention ou du TDAH, des troubles anxieux, dépressifs, des troubles d'apprentissage, mais aussi des troubles de la coordination. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup d'autistes qui ne sont pas très bons en danse. Mais aussi, ça peut venir avec de l'épilepsie, des troubles du sommeil, de la constipation, des problèmes alimentaires. Surtout quand tu parles mettons, t'aimes pas tel aliment parce que, la texture est désagréable, ça fait des troubles alimentaires au final. Dans le fond, il y a trois catégories de classification de l'autisme dans deux composantes. Les deux composantes, c'est la communication sociale. Et, la deuxième composante, c'est le comportement restreint et répétitif. Dans le fond, le niveau 1, c'est une personne qui nécessite de l'aide, mais pas tant. Le niveau 2, c'est une aide importante. Puis le niveau 3, c'est une aide très importante. Là, je vous ai mis aussi un tableau pour vous dire un petit peu à quoi ça correspond chaque niveau de sévérité avec les composants. Aussi, on a, dans le fond, la prévalence annuelle. Ça, c'est tous les nouveaux cas qui s'ajoutent au Québec. C'est de 4,6 par 1000 habitants. Puis la prévalence à vie, c'est les anciens plus les nouveaux, c'est 12,3 par 1000 habitants. Donc, si on fait le calcul, on peut effectuer que la prévalence à vie, c'est 1,2% de la population. Donc, environ, il y a une personne sur 68 qui est atteinte d'autisme en ce moment au Québec.
Puis ça augmente sous un graphique de forme exponentielle aussi avec le temps, parce que plus on connaît l'autisme, plus on est capable de trouver des cas plus rapidement, avec moins d'errance diagnostique, donc la prévalence augmente de plus en plus. Mais aussi, il y a des raisons épigénétiques. Donc ça, l'épigénétique, c'est une modification de l'ADN qui est induite par un agent. Mais ça peut être aussi en lien avec l'environnement, les polluants industriels, entre autres, toute la pollution de l'environnement. On pense que ça pourrait avoir un effet sur la traduction des gènes en protéines ensuite. Donc, oui, on va plus se concentrer sur les aspects comportementaux de l'autisme. Donc, on a aussi des déficits de la communication et des interactions sociales, qui sont des absences ou difficultés avec les aspects compréhensifs et procéduraux du langage. C'est souvent un accent à la française dans ce cas-là, mais c'est souvent des compétences langagières qui sont intactes. C'est aussi une utilisation langagière dans des communications sociales réciproques qui sont altérées. Donc, dans des situations sociales, on ne sait pas comment réagir à telle situation. Si quelqu'un nous donne la main, qu'est-ce qu'on fait? Moi, la première fois que quelqu'un m'a donné la main, j'ai dû apprendre à savoir qu'est-ce que je faisais quand la personne me donne la main. Au lieu de faire un peu comme tout le monde et de simplement donner la main. Donc aussi, il y a des déficits dans la réciprocité socio-émotionnelle. Ça, c'est peu ou même une absence d'initiation dans les relations sociales. Ça veut dire qu'on n'est pas capable d'initier une conversation par nous-mêmes sans que ce soit un petit peu trop bizarre. Je dis pas impossible, là, mais je dis c'est très difficile. On partage pas nos émotions, on les garde tout en dedans, puis on imite peu ou pas les comportements des autres. Ça veut dire que l'apprentissage par observation, il n'y en a pas vraiment. On parle souvent de langage unidirectionnel parce que la personne en parle, mais tous ne répondent pas. C'est souvent utilitaire. C'est pour demander quelque chose. C'est pas pour jaser. Mais il y a certaines personnes comme moi que ça leur tente de jaser, mais quand ça leur tente. Ce n'est pas utilisé pour les sentiments ou pour partager des opinions. Il y a beaucoup d'autistes qu'ils vont pas aller partager leur opinion, ils vont pas dire comment ils se sentent, parce que pour eux, ça n'a pas de sens. Quand ça déroge la routine, la situation devient souvent difficile à gérer. Exemple, comment joindre une discussion, qu'est-ce qu'on doit pas dire sans que la personne se choque. Il y a aussi le déficit de la communication non verbale, ça veut dire tous les gestes, le contact visuel. Moi, je regarde jamais dans les yeux quelqu'un, à part quelques fois, je le regarde genre 5 secondes puis c'est tout. Domaine du contact visuel, des gestes, des expressions faciales, des attitudes corporelles et des intonations des voix. Il y a souvent c'est altéré par des anomalies du genre intonation monotone. Je fais tout le temps sur le même ton. Ne pas regarder dans les yeux, c'est vraiment mon cas, je le fais tout le temps. Ne pas pointer du doigt. Ne pas suivre la personne le regard d'autrui. Il y a souvent aussi des intégrations de ces comportements qui est difficile pour en faire un tout cohérent. Tu sais, ça vient tout par morceaux. Il y a aussi un déficit dans la capacité à développer, maintenir et comprendre les relations sociales. Ça veut dire on est souvent à risque de rejet d'autrui, c'est un peu trop passif par moment, puis on a souvent des comportements d'approche qui sont un petit peu inadéquats. La personne autiste, elle peut souvent paraître solitaire, même si des fois c'est juste une classification selon le DSM-5, ça varie selon les individus. Souvent on préfère des amitiés avec des personnes qui sont plus jeunes ou plus âgées, comme moi. J'avais pas vraiment d'amis de mon âge. J'avais souvent des amis qui étaient plus jeunes que moi. Souvent, la vision de l'amitié est aussi altérée. On sait pas vraiment c'est quoi l'amitié, qu'est-ce que je dois faire pour être amie avec quelqu'un. C'est souvent juste dans un sens. Il y a un caractère restreint et répétitif des comportements. Ça veut dire les intérêts restreints et les activités restreintes. Là, il y a des stéréotypes motrices, comme battre des mains. Il y a aussi des utilisations répétitives d'objets, du genre jouer avec ses crayons, mâcher les crayons. Il y en a plein de variétés de choses que les autistes font pour se canaliser. Les solutions, il y en a beaucoup. Il y en a qui vont acheter ce qu'on appelle des mâchouilleurs. Ils vont mâcher le mâchouilleur au lieu de mâcher tous leurs crayons ou de mâcher
tout autre objet qui sont pas supposés de mâcher. Il y a aussi les tangles, ça aide avec la motricité des mains, ça aide à permettre de jouer avec quelque chose et ça fait calmer les mains quand ils sont trop frivoles. Il y a aussi les cubes Rubik qui peuvent être intéressants parce que ça fait ajuster les mains mais aussi le mental. Il y a aussi souvent des discours répétitifs du genre écolalie, c'est tout le temps la même chose. Aussi des utilisations stéréotypées des mots, des phrases ou un mode prosodique. Il y a aussi une restriction des routines et des modes de comportement, du genre rigidité des routines du matin, rigidité de pensée, tu penses tout le temps genre la même chose puis tu veux pas que quelqu'un te dise une autre chose. Souvent il y a des conséquences, c'est une conséquence de l'altération des fonctions exécutives. Ça empêche la personne de trouver une solution pour résoudre son problème. Ici, il y a des intérêts spécifiques qui sont hors normes. Puis là, je parle d'intensité et de contenu. Du genre, un enfant qui présente un intérêt hors norme pour les trains. Ça pourrait être n'importe quoi. Comme moi, c'est l'Eurovision. Je n'arrête pas de penser à l'Eurovision tout le temps. Puis là, justement, en période de confinement, ils ont annulé l'Eurovision et je suis triste. Il y a aussi de l'hyper et de l'hyposensibilité. Genre, les gens ils sont plus atteints par les sens que d'autres. Il y en a qui peuvent frapper dans les murs et ils ne le sentiront jamais. Ça peut être un ou plusieurs sens qui sont touchés. Genre, un son fort, des textures. Moi, j'aime beaucoup Arthur parce que pour moi, c'est des textures agréables. C'est un toutou qui a une poche de sable à l'intérieur puis que ça fait comme de la lourdeur. Fait que j'aime beaucoup ça. Moi, j'aime pas manger certains aliments, comme j'ai dit tantôt, du genre les œufs. C'est gluant, j'aime pas ça. Les champignons, j'ai l'impression que je me fais manger par des tentacules de l'intérieur de la bouche. Tout ce qui est gluant, en général, j'aime vraiment pas ça manger ça. À part du yogourt, c'est plus liquide, fait que c'est moins glu. Ou du genre triplé sur certaines couleurs. Moi, j'aime beaucoup trop le vert et le rose. Ouais, puis le rouge aussi. Je suis comme très extravertie, fait que j'aime beaucoup trop ces couleurs-là. Maintenant, je vais plus axer sur l'aspect développemental qui est en manifestation avec plus le développement de l'enfant. Souvent, les symptômes, ils commencent vers 12 à 24 mois, mais moi, je m'en souviens pas quand j'ai eu les premiers symptômes. Puis c'est selon le degré de sévérité. Un enfant qui est plus atteint va être plus vers 12 mois, un enfant qui est moins atteint plus vers 24 mois, ça dépend. Il y a souvent des troubles du langage, un manque d'intérêt pour les interactions sociales. Mettons que tu vas jouer avec, tu ne voudras pas jouer. C'est souvent accompagné d'interactions sociales bizarres. Ça stagne. Ça régresse les comportements sociaux ou l'utilisation du langage. Moi, je me rappelle, ce que ma maman m'a dit, c'est que j'avais une difficulté avec le langage. Ça a été plus long avant que je l'apprenne, mais je m'en souviens pas à quel âge que j'ai commencé à parler. C'est très caractéristique la présence d'autisme. Puis à mesure que l'enfant grandit, ben, ses déficits, ils vont se démarquer encore plus. Puis après ça, ben là, c'est d'aider la personne autiste à être autonome socialement, montrer comment avoir une bonne conversation. Puis ça, les intérêts et les comportements stéréotypés, c'est surtout à l'âge du préscolaire qu'on commence à les voir. Pour ce qui est des tests pour diagnostiquer l'autisme, il y en a beaucoup, mais normalement, dans la communauté, c'est plutôt l'ADI et l'ADOS qu'on utilise. Ça, selon l'âge de l'enfant, bien sûr. L'ADI, c'est R, qu'on appelle l'ADI-R. C'est un questionnaire qui standardise le recueil des données de l'anamnèse. C'est comme une entrevue, dans le fond. Ça s'adresse aux parents. Dans le fond, ils vont dire aux parents qu'est-ce qu'ils ont remarqué, comment ton enfant il était quand il était jeune, c'est quoi ses comportements et tout. Fait que là, ils vont tout aller voir au niveau de l'enfant. Dans le fond, pour les femmes, c'est souvent plus intéressant d'aller chercher un test avec l'ADI-R que la DOS parce que chez les femmes, les comportements sont un petit peu différents. Tantôt, je vais en parler un petit peu de ce qui est différent chez les femmes, fait qu'on privilégie plus l'ADI chez les femmes que la DOS. La DOS, c'est vraiment une observation des comportements de la personne. Il y a 4 modules, c'est choisi en fonction de la capacité langagière de la personne. Si tu le fais passer à un enfant de 5 ans, ça va être différent que si tu le fais passer à un adolescent. Ça, on peut l'utiliser à partir de 18 mois. C'est surtout, moi je l'ai passé, la DOS, et c'est... Ils font faire comme des jeux. Mais il faut vraiment, pour ça, avoir une formation préalable pour l'utiliser. Tu peux pas l'utiliser comme ça. Il faut vraiment que tu le saches. Parce que souvent, tu peux avoir des faux négatifs, des faux positifs. Fait qu'il faut savoir bien l'utiliser. Souvent, ce qu'on utilise aussi pour déterminer si y a une déficience intellectuelle ou s'il y a une douance associée, c'est le WISC, W-I-S-C, le Whistler Intelligence Scale for Children. Donc, moi, je vais parler un petit peu de mon enfance pour le reste. Quand j'étais enfant, j'avais peut-être plus
du genre jeu dans mon coin. J'aimais les gens aussi beaucoup plus jeunes que moi. Et j'ai parlé plus tard que la majorité des enfants de mon âge. Pourquoi m'a diagnostiqué, c'est surtout à cause de problèmes de gestion d'émotions qui sont encore présents d'ailleurs chez moi. J'ai des intérêts qui sont assez stéréotypés, mais j'ai aussi une grosse mémoire d'éléphant, donc j'apprends beaucoup de choses qui ne sont pas vraiment utiles dans la vie, mais c'est pas grave, j'aime ça les apprendre. À l'adolescence, j'avais beaucoup de problèmes d'intimidation. J'avais une capacité scolaire qui était incroyable. Je pouvais vraiment avoir des bonnes notes, mais il fallait que je sois bien prise en charge. J'avais beaucoup de problèmes avec la justice aussi, des problèmes avec l'école. Ils voulaient jamais m'en voir et tout ça parce que j'étais trop turbulente.